Salut Tom, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Est-ce que tout va bien en Belgique? Alors Tom, tout va bien en Belgique, il fait gris pour le moment, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Écoute, pareil, il fait gris et venteux, c'est rare, mais ça arrive chez nous, donc voilà, c'est pour ça que je suis à l'intérieur, je veux pas que la connexion soit mauvaise. T'as Ah, pas vu sur mes montagnes? ça c'est bien dommage, là, parce que c'est ce plaisir que de pouvoir voir le paysage dans lequel tu peux vivre et rêver, Et quoi. là, c'est vraiment gris, là, c'est vraiment gris. Je vous en montrerai un bout tout à l'heure si tu veux. Oui, Si t'es sage. pas de souci. Mais ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, Tom, et je me pose quand même encore quelques questions. Tom et Ah l'écrit- bon? Tom et l'écriture. Explique-moi un petit peu les premiers balbutiements du désir d'écrire. Je, je crois que bien avant que je le sache, j'avais envie d'écrire. Bien avant que je me rende compte que ça soit conscient. C'est-à-dire que je crois vraiment que j'ai toujours écrit. Alors, petit, je me rappelle avoir... comme j'étais très mauvais en sciences, par exemple, quand on me demandait de raconter une expérience, et ben moi j'écrivais une histoire, par exemple. Voilà. J'avais pas des très bonnes notes en sciences, mais en français, ça allait plutôt. Et puis, tu sais, en grandissant, on est adolescent, on est amoureux, alors on écrit des poèmes pour les jeunes filles qui suscitent en nous cette passion. Et puis, en grandissant, on écrit des textes pour une réunion de famille, pour parfois plus triste un enterrement. C'est à moi dans ma famille qu'on demandait d'écrire des hommages. Et puis je me rendais bien compte que j'adorais ça en fait. Le, Donc j'ai essayé beaucoup d'écrire des chansons parce que je pensais que Mhm. c'était le format le plus adapté à mon amateurisme. Ce qui est totalement faux, c'est très difficile d'écrire une chanson. Et puis j'ai commencé un petit peu des textes et puis j'ai quand même mis ça sous le coude parce que je l'ai dit plusieurs fois, je me sentais pas très légitime dans ce milieu-là en fait. Mhm. Donc j'ai un peu oublié ça. Je me suis un peu oublié. Le souvenir d'un instituteur, d'un professeur de français, ou le souvenir d'un livre bien particulier? Alors je me rappelle une professeure du collège m'appelait son petit poète. Ah, déjà, Voilà. déjà. Ça, Déjà. c'est Mais touchant. ça me vexait beaucoup, hein. Oui, mais c'est touchant d'avoir ce souvenir-là, quoi. Voilà, c'est touchant. Mais il y avait un peu de condescendance, donc c'est pas quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ah. Et puis les lectures d'école et de collège, alors malheureusement, j'ai dû y revenir après parce que tout ce qu'on m'imposait, je le détestais assez rapidement. Même de très très belles œuvres, je les ai détestées sur le moment. J'y suis revenu après avec un peu de maturité. Je pense que Mhm. pour certaines œuvres, il faut beaucoup de maturité. On les fait peut-être lire un peu trop tôt aux collégiens. Ils Mhm. en saisissent toute la portée. Voilà, mais non, non, c'était pas gagné l'écriture et moi, franchement, c'était pas gagné. C'était secret en fait. Oui, d'accord. Mais donc voilà, donc je découvre maintenant un peu plus le jeune homme que tu as été et l'homme que tu es maintenant. Donc il y avait déjà cette plume qui était là, cette envie de compter fleurette entre guillemets par la plume. C'est touchant à découvrir, c'est bien évident. Mais alors arrive sûrement ce désir d'être lu et non pas d'être entendu. Parce que dans des discours, dans des petites chansonnettes ou n'importe, bon, on est entendu, mais le désir de se dire, tiens, je vais maintenant coucher sur papier pour qu'on me lise. Ça démarre comment ça? Alors, je le dois à ma famille en fait. J'ai trois grands garçons maintenant, mais j'ai trois garçons qui font tous du basket comme moi. Mhm. Et
ils avaient choisi de s'inscrire dans un très joli club de basket qui est à 20 km de chez moi. Donc je les amenais à tour de rôle à l'entraînement. Et plutôt que rester dans le gymnase, moi j'allais dans un bar un peu plus à côté, j'adore les bars en fait. Et au départ, j'y allais avec mon travail d'instituteur pour travailler un peu. Et puis je me suis rendu compte que c'est pas un lieu où j'avais envie de travailler, donc j'ai amené mon petit ordinateur et j'ai commencé à écrire là doucement, tranquillement. Et comme j'ai amené beaucoup mes enfants au basket, il y a eu une histoire qui s'est vraiment déroulée et j'ai pu continuer vraiment en presque un an, je dirais 8-9 mois, à écrire cette histoire jusqu'au bout. Voilà, et ça en serait resté là, comme plein d'autres écrits que j'avais déjà entamés. Mais là, en l'occurrence, j'étais allé au bout de l'histoire. Et mon épouse m'a dit, écoute, ce que tu viens de faire, ça s'appelle un manuscrit. Donc peut-être aller jusqu'au bout, peut-être le proposer à des maisons d'édition. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, en même temps, c'est une histoire que je raconte beaucoup. En même temps, l'un de mes fils avait 8 ans à cette époque-là. Et alors que je venais juste d'envoyer mon manuscrit, alors je l'avais d'abord envoyé à des grandes maisons d'édition. J'étais vraiment très, très novice. J'étais un gros lecteur, mais pour moi, des grandes maisons d'édition, je n'imaginais même pas qu'il y ait autant de petites maisons d'édition et autant de gens qui écrivaient. Donc j'avais d'abord envoyé aux grandes maisons d'édition, Albin Michel, Le Seuil, tant qu'à faire. J'étais totalement, totalement idiot, totalement inconscient. Et puis j'ai eu des retours négatifs, évidemment, parce que c'est un album, un texte très 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 fragile, très vert, je trouve. Et puis, j'en ai une qui m'a quand même conseillé de le faire lire autour de moi, de le retravailler parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait lire pour la première fois autour de moi, des amis qui m'ont fait leur retour, qui m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas, qui clochaient un peu dans l'histoire. Et donc, je l'ai retravaillé et toujours sur les conseils de cette maison d'édition, qui est une maison d'édition réputée très très dure, et je peux le dire parce qu'il s'agit du Dilettante. Ah oui, oui. Qui m'avait fait un retour plutôt sympathique. Et sur les conseils de cette maison d'édition, du coup, le Dilettante, je l'ai envoyé à des petites maisons d'édition. Et c'est ainsi que mon manuscrit j'ai reçu une réponse très rapidement d'une petite maison d'édition du Sud-Ouest, à Sierre, qui était d'accord pour éditer mon manuscrit. Et là, je peux un peu tomber des nues, j'avoue, ouais, vraiment. C'était un rêve, en fait. Alors, quelle est la première concrétisation suite à ces recherches? Quel est le premier texte qui va sortir? Quelle est l'émotion de l'ouverture, d'écouter le coup de fil ou bien d'ouvrir la lettre qui te dit, voilà, monsieur Noty, votre manuscrit. Raconte-nous un petit peu ce moment d'émotion. C'était très bizarre parce que, alors, étrangement, mais ça va paraître prétentieux, étrangement, ça faisait quand même, je dirais, 7-8 mois que j'avais envoyé aux grandes maisons d'édition, j'avais eu les retours négatifs, j'étais rentré dans une espèce de logique comme ça, et étrangement, j'ai pas été si étonné que ça, je me suis dit, ouais, voilà quoi, je l'ai travaillé, et c'était très bizarre comme sensation. Autour de moi, les gens étaient beaucoup plus étonnés et surpris et émus peut-être que moi. Parce que moi, j'étais rentré dans cette logique-là de me dire que ça pouvait être un roman et qu'il était édité et in fine. Et c'est très bizarre. Hein. Je dois avoir l'air très très prétentieux, mais c'était vraiment tout ce temps qui s'était écoulé entre l'écriture et la parution qui me semblait presque logique en fait. J'étais rentré dans un processus un peu logique. J'ai un manuscrit, il est bien, j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés et il va être édité. Je me suis vraiment rendu compte aussi a posteriori, je suis quelqu'un de très lent au niveau de l'intellect, que c'était totalement incroyable d'avoir un livre édité en fait par un éditeur. Mais je m'en suis vraiment rendu compte après. Sur le coup, j'étais voilà, heureux et à la fois j'étais comment dire, j'avais l'impression d'avoir un peu tout mis dans ce livre et j'avais l'impression que je ne pourrais pas en écrire un autre en fait, parce qu'il y avait beaucoup de thèmes qui me touchaient. Sur la couverture, j'avais mis des photos de vacances que mon beau-frère avait pris. Enfin, j'avais remercié tout le monde, toute ma famille, et pour moi,
c'était fini en fait, l'histoire était finie. J'avais écrit un roman, il était édité. Et c'est l'éditeur qui est Phil Lauré de la maison d'édition à Ciel qui m'a vraiment poussé et qui m'a vraiment fait sentir un peu légitime en me disant il faut que vous écriviez vraiment quoi il faut que vous écriviez tout le temps. Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un deuxième manuscrit que Ciel m'a à nouveau édité qui s'appelle Épitaphe. Et dans la foulée, à partir de là, je me suis tellement rendu compte que ça, voilà, t'étais une porte qui s'ouvrait et que je savais que cette porte existait. Voilà, je le savais. Mais vous savez, des fois, on évite de regarder des choses parce que ça nous ennuie un peu. Il y a des sentiments qu'on préfère ne pas les gratouiller un peu. Et là, c'était parti. Après le deuxième manuscrit, c'était parti. Et effectivement, je me suis senti légitime dans le fait d'écrire. Ouais, ça c'est un beau cap. Alors, ce qui est très amusant, c'est l'observation que je fais toujours, c'est que nous vivons respectivement, chacun dans nos bulles respectives, avec nos cercles d'amis. Et moi, personnellement, j'essaye toujours de prendre de quoi casser cette petite bulle pour que les éclats soient, je vais dire, semences d'autres bulles qui vont se créer. Et il se fait qu'un jour, via les réseaux sociaux, nous nous adressons mutuellement une demande d'amis et nous faisons connaissance. Nous faisons connaissance d'une façon, je vais dire, très naturelle, très, très sympathique. Et tu m'envoies ton premier roman que je découvre, Les naufragés de la salle d'attente. Où là, je découvre l'écriture d'un monsieur que je ne connais pas encore. Et je suis relativement, je vais dire, très scrupuleux dans la qualité de l'écriture. C'est une des premières choses. Le sujet vient après. Mais lorsque le sujet est bien conçu comme toi, bien construit, là, c'est un deuxième accro à continuer, je vais dire, la découverte de l'ouvrage. Et là, évidemment, nous nous entretenons un peu de conversation et on tombe sur le charme de l'un et de l'autre. Et arrive à ce moment-là aussi notre grand ami Martine Cadéo, qui vient avec toutes les épices qu'il faut là, de son beau village d'Evenos. Et voilà qu'on commence à converser presque à trois. Et là, tu découvres, je pense, l'existence de Martine Cadéo. Tu vois un petit peu l'existence de tout ce qu'on a fait avec Zoé à l'époque et les autres livres qui ont suivi. Et il y a une amitié qui se... Donc voilà, cette petite bulle commence à se constituer. Et je dois dire, ça, j'ai beaucoup apprécié que cette amitié naissante soit maintenant, je vais dire, une forte amitié. Ça, c'est très important. Alors, parle-nous un petit peu de tes découvertes avec Martine Cadéo. Tu as des souvenirs de ça? Tout d'abord, je vais parler de toi parce que c'est vrai que tu interviews beaucoup de monde et on ne sait peut-être pas grand-chose de toi. Et si tu me permets, je vais essayer d'expliquer comment je suis venu à t'embêter un petit peu parce que franchement, pour le début, je t'ai embêté, je pense. Oui, mais ça reste entre nous. Les petites choses restent entre nous aussi. Hein. Oui. Mais en fait, à mon deuxième roman, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je rentre sur les réseaux sociaux, ce que je n'aimais pas forcément, parce que je rentrais dans une logique où effectivement j'avais un éditeur et il fallait que les livres se vendent, au moins soient vus. Parce que c'était une espèce de respect envers mon éditeur et effectivement je le devais tellement. C'est quand même mon deuxième papa, celui qui m'a mis au monde dans ce monde-là de l'écriture en fait, qui m'a donné confiance, qui m'a enlevé les roulettes du vélo et qui m'a dit vas-y. Et donc cet homme-là, donc Phil Lauré, je me suis dit je déteste les réseaux sociaux, mais je vais quand même y aller parce que effectivement il faut être vu, ça fait partie d'un jeu. Un jeu très jovial entre nous. Hein. Mais donc voilà. Et donc, sur les réseaux sociaux, je cherchais des gens qui faisaient des chroniques littéraires. Donc j'avais vu les tiennes. Alors je t'avoue que ça m'inquiétait un petit peu parce que c'était toujours des très très beaux écrits. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à oser te demander comme ami. Et je crois encore plus à oser t'envoyer un roman. Parce que vraiment, voilà, je me disais... on boxe pas dans la même catégorie. Ce gars-là, ce blogueur, il a quand même des auteurs dont il parle qui moi m'impressionnent beaucoup.
Donc voilà. Et puis c'est quand même, je répète, un jeu. C'est-à-dire, bon, j'écris, certaines personnes me disent que c'est pas mal, d'autres me disent qu'elles n'aiment pas. Et ce blogueur-là, qui va chroniquer des grands auteurs, après tout, qu'est-ce qu'il va en penser? C'est voilà. Alors voilà, c'est pour ça que je t'ai contacté, je t'ai envoyé un livre. Bon, et effectivement, tu as été d'une gentillesse inouïe envers moi parce que mon apport était quand même un peu, encore une fois, un sportif, comme tu l'avais dit. Et voilà. Et donc ça, c'était pour toi. Et je te remercie aussi parce que, effectivement, chaque fois, moi, je crois que tu l'as bien compris dès le départ, mon problème de légitimité était très très fort. Et chaque fois, c'était quelqu'un comme toi me dit que j'écris plutôt pas mal et qu'il a plutôt bien aimé mon livre. C'est quand même une sacrée étape pour moi dans le fait d'escalader cette Himalaya qui est le fait d'écrire en fait. Voilà, donc c'est vrai que je t'avais déjà remercié et je te remercie encore parce que ça fait partie d'une des choses qui ont fait que je me suis dit qu'il fallait continuer à écrire aussi. Et après, effectivement, alors toi tu parles moi je parlerai de cercle vertueux, je pense, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais il y a des cercles vertueux. Et alors avec Martine Cadéot, effectivement, Martine Cadéot, la femme d'Alain Cadéot, le grand auteur dont on m'avait parlé, que je ne connaissais pas il y avait quelques années, quelques mois avant notre rencontre. J'avais acheté ses romans, je savais que j'aimerais, tout le monde me l'avait dit, et je suis tombé raide amoureux de ses écrits. Et c'est peut-être aussi ce qui nous relie aussi, parce que j'ai vu que fortement tu appréciais aussi, mais à juste titre, enfin, qui peut ne pas aimer en fait ce qu'il écrit. Et du coup, effectivement, Martine, voilà, la bienveillance et l'humanité qui rentre un peu dans le jeu de ma vie d'écrivain, d'auteur. Et voilà, qui encore une fois un regard bienveillant, qui valide et on devient amis. Et puis il y a cette maison d'édition où va signer Alain pour des mots de contrebande, qui est une maison d'édition naissante. Mhm. Et je leur propose un manuscrit sans du tout être imposé par qui que ce soit. Et ils acceptent mon manuscrit. Et là encore, je tombe sur des gens que tu connais, Jean-Philippe Lafont et Florence Franc, qui sont encore une fois d'une humanité. Je vais beaucoup utiliser ce mot, mais parce que moi, ce qui me fait vivre, en fait, l'humanité des gens. Ils sont d'une humanité incroyable. On a les mêmes envies, on a le même désir de jouer, surtout. De jouer à ça et de travailler ensemble. Et qui se produit, et c'est une grande chance. On entend souvent des auteurs qui ne sont pas très contents de leurs éditeurs. Voilà, on n'est jamais content de ce qu'on a. Moi, je suis tellement heureux d'avoir La Trace comme éditeur. Tant qu'ils voudront mes manuscrits, je t'avoue que je n'ai pas du tout envie de faire autre chose que ça. Mais ils ont de très bons auteurs, ils ont de bons auteurs, mais ils ont aussi un beau livre-objet lorsque l'ouvrage est édité. On a, je vais dire, en main quelque chose qui est très plaisant au niveau du layout, du choix des couleurs, de la mise en scène, je vais dire, de la couverture. C'est extraordinaire, c'est époustouflant. Alors, on arrive au premier ouvrage édité aux éditions La Trace. L'ouvrage s'appelle « Elle m'attendait ». Parle-nous un peu de cet ouvrage, premier édité aux éditions La Trace. Là aussi, voilà, c'est une histoire pareille, encore un peu surprenante. En fait, je m'aperçois que c'est mon 4e roman. Elle m'attendait donc parce que Les Naufragés de la étaient édités par Paul Évêque aussi, qui était une jolie maison d'édition parisienne. Et Elle m'attendait, c'est une histoire d'amour, en fait. Je ne vois pas comment qualifier ça autrement. Quand j'ai eu terminé l'histoire, que mes amis me disaient que tu as écrit, et je dis j'ai écrit une histoire d'amour. Je pense que là, et puis l'amour en plus avec un grand A. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une petite romance avec une petite histoire d'amour. C'est peut-être une petite histoire, mais avec un grand amour, sur un grand amour, un amour implacable, un amour complètement dénué d'intérêt.
Voilà. Et j'avais envie de quelque chose de très fort et de très beau et de très pur et de très simple. Voilà. Alors j'ai pris des... Effectivement, c'est aussi une histoire d'amour entre des personnages un peu marginaux. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup de raconter l'amour, pas dans des... Pas comme on le voit souvent avec des gens qui roulent avec de grosses voitures, qui vivent dans de grandes maisons avec des piscines et qui ont des petits chagrins de cœur parce que monsieur trompe madame. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi, c'était au contraire un amour, voilà, dénué de matérialisme, dénué de paraître, parce qu'alors là, on est en plein dans le non-paraître, dénué de jugement sociétal. Voilà, un amour entre un homme et une femme qui vont avoir du mal à s'aimer parce qu'ils ont grandi avec des choses compliquées. Et puis la naissance de leur fille au milieu de ça. Et voilà, que devient cet amour entre ces trois personnes, dont Max, le papa, qui a vraiment du mal avec la vie. Voilà, c'est quelqu'un qui a la marge. Et vraiment, voilà, c'était vraiment une histoire que j'ai failli compliquer un moment dans le manuscrit et je suis revenu sur une trame beaucoup plus épurée en fait. Tiens, comment naît justement le sujet de ton roman? Alors là c'est très simple. J'ai entendu parler d'une histoire. Je pense qu'on peut peut-être le dire là en fait parce que le livre a été déjà pas mal lu. C'est l'histoire d'un homme qui quitte la famille pour vivre dans la rue en fait. Et j'ai entendu, mon épouse m'a raconté l'histoire d'une femme qu'elle connaissait qui avait un peu vécu ça. J'ai rencontré cette femme, c'était pas du tout l'histoire de Max et Ali. Et puis je me suis dit effectivement parce que on passe auprès de ces gens dans la rue et on ne sait rien d'eux en fait et mis à part les clichés qu'on peut avoir. Et oui, et est-ce qu'ils aiment quelqu'un? Est-ce qu'ils ont été aimés? Est-ce qu'ils aiment moins bien que nous, plus que nous, mieux que nous? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce que les enfants les aiment? Est-ce qu'il n'y a pas une honte sociale? Est-ce qu'il n'y a pas... Et c'est ça qui m'a intéressé. Du coup, j'ai fait plein de recherches en fait sur ce thème-là. J'ai regardé beaucoup d'émissions alors sur YouTube, sur des replays de chaînes. Il y avait des émissions de Jean-Luc Delarue à l'époque que je suis allé chercher aussi qui parlaient de ce sujet-là. Et effectivement, c'est un sujet tellement immense. Alors c'est marrant parce que les gens, on les croit assis sur un banc, sur un périmètre très réduit en fait, et on croit que leur vie, elle est réduite à ce petit périmètre. Mais à l'intérieur d'eux, il y a un cœur, une âme qui peut être immense et beaucoup plus immense que des gens qui prennent l'avion pour aller à des milliers de kilomètres de chez eux. Voilà, moi c'est ça que j'ai adoré vraiment là-dedans, montrer le cœur des gens. Alors, on va soulever un léger voile sans trop en dire. Il y a quelque chose qui est sur le métier de l'imprimeur. Donc, il y a quelque chose qui va sortir dans les prochains mois. Oui. L'idée aussi de ce nouvel ouvrage. D'où vient cette petite graine que tu vas ouvrir? Alors, moi, en fait, tout me donne des idées de livres. On en avait parlé une fois. Depuis que l'on s'est vu à Mons, j'ai eu 4-5 idées de livres. Parce que quand les gens me racontent quelque chose, je trouve ça excitant, je trouve ça intéressant et je trouve ça... tu sais, c'est un peu comme... pareil, ça va être très prétentieux, c'est les chercheurs d'or, quoi. On est dans une rivière, il y a plein de cailloux, il y a plein de choses, et au milieu, il y a peut-être une petite pépite et personne ne la voit parce que personne ne fait attention. Moi, c'est ça que j'ai envie d'aller creuser dans les petites histoires. Et le prochain roman, alors on peut en parler puisque ça commence à sortir là. Il va s'appeler Nos silences ne sont pas des chansons d'amour. Il va sortir en novembre, début novembre, toujours aux éditions La Trace, qui est ma maison d'édition préférée du monde. Et il part d'une anecdote qui m'est arrivée, je t'avoue. D'accord. Il y a quelques temps, j'ai reçu des SMS pendant 24 heures d'une dame qui prétendait être ma mère. Ah, d'accord. Et qui refusait absolument mes réponses, qui lui disait « vous vous trompez de destinataire ». Donc cette femme-là m'envoyait des SMS et des messages vocaux, mais refusait de répondre aux miens. Et chaque fois que j'essayais de lui dire vous vous trompez vraiment, elle me répondait oui, tu fais tout pour t'éloigner de moi. Voilà. Donc
c'est parti de cette idée-là. Donc mon roman va parler de Altino Varese, qui est un jeune homme un trentenaire italien qui a une vie pas très intéressante, qui sont venus vraiment dans sa vie, qui donc a perdu ses parents et qui reçoit des SMS d'une femme qui prétend vraiment fortement être sa mère. Ça m'étonnerait que ce soit Madame Nothomb, parce que je sais que tu es très très proche dans les librairies de sa fille, ça c'est évident, parce que dans toutes les librairies de France et de Navarre, on peut toujours trouver Amélie Nothomb à tes côtés. C'est extraordinaire. Explique-nous un petit peu comment ce phénomène peut exister. Oui, il suffit de demander un petit peu. Il suffit de prendre un pseudonyme. Il suffit de prendre un pseudonyme, donc Noti, alors je vais te raconter l'histoire aussi. Le premier, comme mon tout premier roman que tu n'as pas lu, qui a été édité, racontait l'histoire d'un instituteur qui était tout à fait désagréable, qui détestait les enfants, qui couchait avec les mères d'élèves. Enfin, le truc qui m'aurait pas fait grand succès dans la ville où j'habite et dans laquelle je suis instituteur aussi. C'est là où mon éditeur m'a proposé de prendre un pseudonyme. Et donc j'avais pris un pseudonyme qui commençait par B-A-T, avec les syllabes des prénoms de mes garçons. Et je me suis rendu compte en rêvant dans les allées de la FNAC avec mon épouse, je me disais, mais si un jour j'ai un livre dans une FNAC, regarde bien, je vais être en gros entre Barthes, Barjavel et Balzac. C'est absolument impossible. Là encore, on ne boxe pas dans la même catégorie, il faut arrêter. Et donc, on rigolait de ça, on plaisantait avec mon épouse. Et je me suis dit, ça doit être comme dans les cimetières, en fait. Tu préfères être à côté de quelqu'un qui va se marrer, même si ça ne sert à rien, parce que dans les cimetières, on est mort. Et donc on se dit, à côté de qui on se dit tous les deux que ma femme est vraiment très fan d'Amélie Nothomb, et on se dit, ça serait drôle d'être à côté d'Amélie Nothomb. Et on a pris ce nom de Noti, parce que aussi ça reprenait un peu les syllabes des prénoms de mes enfants, et aussi parce qu'il y a une ville en Sicile que j'adore totalement, qui s'appelle Noto. Et du coup, voilà, et effectivement, je suis à côté d'Amélie Nothomb dans les rayons de librairie, et ça me fait toujours rire, du coup, parce que ça fait maintenant 8 ans que j'écris des romans, et ça y est, j'y suis. Alors, elle s'en fiche totalement. Ah, il n'est pas dit, ça, ce n'est pas certain, parce que je présume qu'incessamment sous peu, elle va recevoir un Tom Noti, ça crois-moi. Je sais pas si j'oserais. Je sais que quelqu'un lui en a envoyé il y a quelques temps, mais je pense pas que c'était une bonne idée. Je pense qu'elle est suffisamment prise par ses lecteurs et ses écritures pour s'occuper de mes romans. Hein. J'espère qu'elle nous en écrit encore plein. Alors, curieux comme je suis, et comme je visite un peu les réseaux sociaux et je surveille entre guillemets tes sorties, tu étais en bonne compagnie il n'y a pas longtemps. C'était une soirée extraordinaire, qui était musicale, qui était littéraire, dans un cadre magnifique. Parle-nous un petit peu de cette soirée privilégiée. Alors c'était organisé par les éditions La Trace, c'était dans le Midi, et il s'agissait d'assister à une lecture du roman d'Alain Cadéot qui s'appelle Maya Kumbra, que tu connais, que je connais, qui est quand même un roman assez incroyable, qui parle d'un homme qui s'est isolé un peu du monde au pied d'un volcan, et de cette espèce de climat un peu dense, on a l'impression que le climat et la géographie portent toute la lie de ces personnes-là, tout ce qu'ils ont au fond d'eux et qu'ils ont fui en fait. Et alors c'est superbement écrit comme toujours, les paysages sont magnifiquement décrits, mais les êtres aussi sont magnifiquement décrits. Et effectivement, Alain Cadéot faisait une lecture de certains passages de ce roman. Ce soir-là, c'était le 4 juillet, je crois, dans un vignoble qui est le domaine de la Croix-Rousse, dans le Midi, à Puget-Ville. Voilà, et effectivement, c'était mise en musique, c'était lu par Alain avec sa voix de stentor et sa voix si émouvante aussi surtout.
Voilà, et il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était vraiment une soirée divine. On était au milieu des cigales. Il y avait un petit orchestre de jazz, une petite formation qui faisait des intermèdes musicaux. Il y avait des amis, il y avait le climat aussi, que le vin qui nous était servi par le vigneron. Ah, qui est un homme charmant, hein? Le maître des lieux. Alors là encore, si on peut parler de coup de foudre, euh, ça n'a rien d'ambigu, mais il y a des coups de foudre amicaux qui valent vraiment des coups de foudre amoureux. Voilà, et là encore, on me l'avait dit, notre éditeur m'avait dit, je pense que tu vas beaucoup aimer Christophe Durdilly, qui est le propriétaire du vignoble, et effectivement, et pas que pour son vin, franchement. C'est un être incroyable. Donc voilà, donc c'était pour moi encore une fois un très grand cadeau de la vie que d'être à cette soirée-là. J'aimerais prendre la mer une fois avec lui. Hein. Oui, oui. Je pense que ça doit valoir le coup. Oui. C'est quelqu'un de très érudit et de très sensitif et sensible aux mots. Donc là, avec le roman d'Alain, il était servi. Tout à fait. Alors Tom, l'ouvrage va sortir au mois de novembre en principe. D'ici là, quelles seront tes activités? Tu as des dédicaces en vue ou tu as des prestations à l'extérieur? Alors oui, j'ai quelque chose d'assez chouette qui est mon roman Elle m'attendait est sélectionné dans le cadre du prix Libre Frontière, qui est un prix qui se passe entre la Suisse et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un prix très marrant parce que en fait il y a un jury français, un jury suisse qui sélectionne des ouvrages, puis ils en retiennent 5 de chaque côté de la frontière. Et le jury français qui a sélectionné 5 romans français, dont Elle m'attendait, j'ai la chance que mon roman participe, soit qualifié sur les 5. Ils vont donner ce roman-là au jury suisse qui va en choisir un parmi les 5. Et inversement, avec le jury français, les romans choisis par les Suisses. Donc là, ça va se faire en novembre aussi. On aura une journée avec tous les 10 auteurs réunis en Haute-Savoie. Et ça, je pense que ça va être vraiment quelque chose de très chouette. Il y a des très beaux auteurs, comme Claire Favant, par exemple, qui écrit, on sait déjà ce qu'elle écrit. Voilà. Et je suis très heureux de faire partie de cette sélection. Je suis vraiment très flatté. Et puis il y aura peut-être des dédicaces, mais tu sais, ça reste un peu sur la pointe des pieds, les dédicaces, parce qu'avec, on ne sait pas comment va tourner la rentrée. Et alors, on espère pouvoir les honorer, mais pour l'instant, on n'en parle pas trop et on m'a demandé de pas trop parler aussi. Donc voilà, c'est regrettable. Lille était prévu quand encore? Lille, alors, c'est Valenciennes. Non, c'est Valenciennes. Ouais, c'est Valenciennes et ça devait être le 26 septembre. Et qu'est-ce que... Pour l'instant, c'est maintenu. Ah, c'est maintenu, d'accord. Pour l'instant, c'est maintenu. C'est un apéro littéraire et avec une association. Et puis il y a la Fnac Valenciennes sur le coup aussi. Mais pour l'instant, c'est maintenu, mais on n'ose pas trop en parler, de se rétracter. Non, c'est parce que bon, on a prévu avec Thierry, qu'on a vu passer sur l'écran, qui défile lors de notre entretien ici, Thierry qui était, je vais dire, ton colistier, ton coéquipier à Mons, avec d'autres amis évidemment. Je pense qu'il serait très content de te revoir et nous irons sûrement donc à Valenciennes. Mais tout ça doit être encore étudié pour voir si c'est maintenu, s'il n'y a pas de changement. Mais enfin... Voilà, c'est juste ça. C'est embêtant. Enfin, là, je vois plein de collègues auteurs qui commencent à reprendre un peu les dédicaces, et tant mieux, parce que c'est vrai que ça fait une grosse coupure, quoi. Et puis il y a tous ceux qui ont eu des sorties un peu tronquées par rapport au confinement. Ça, c'est un peu embêtant, quoi. Tout à fait. C'est un peu... Eh bien, Tom, je suis très content d'avoir passé toutes ces minutes avec toi, parce qu'on avait tenté une première fois il y a quelques semaines où, je ne sais plus, mais la connexion était exécrable, donc ça n'avait rien donné.
Bon, mais ici, on est en plein été, les gens sont en train de siroter, ils se demandent ce qu'ils vont lire, ou ils sont déjà, elle m'attendait dans la pile, mais il faudrait le faire remonter à la surface pour le découvrir enfin. Mais je te souhaite un agréable après-midi, un bel été, Merci. Merci à vous aussi. et à très très bientôt, Tom. Mais j'espère. Merci beaucoup, Willy. Merci pour ce que tu fais pour les auteurs et pour les romans. Tu nous donnes envie de lire, toi aussi. Je pense que ça, c'est quand même assez fondamental. Il y a les libraires, il y a les éditeurs, il y a les auteurs, et puis il y a des personnes comme toi qui mettent en avant la lecture et qui donnent envie de lire aux gens. Alors, je parle pas pour mes romans forcément, mais moi, tu me donnes envie de lire plein de romans. Donc, voilà, il faut savoir que c'est important pour nous. C'est un des maillons essentiels de D'accord, notre chaîne. c'est bien gentil, je te remercie pour le compliment. À très bientôt, Tom. Merci beaucoup. Salut. Salut, Tom.